C'est bon pour toi, Morgane, en fait? Ok. Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous allons débuter ce webinaire en fait qui a pour intitulé l'adéquation emploi et handicap, prévention de l'usure professionnelle. En quoi le CEP peut-il aider? Avant de débuter, on va patienter encore une petite minute pour que les personnes puissent se connecter confortablement, si vous le voulez bien. Voilà. Cette séquence est donc enregistrée, donc vous pourrez effectivement la retrouver. Et on est en format donc webinaire, c'est-à-dire que vous pouvez donc poser des questions en utilisant le chat, voilà, comme d'habitude pour ceux qui ont cette habitude. Voilà, nous répondrons aux éventuelles questions. Voilà, on va démarrer d'ici quelques secondes. Peut-être que ça vaut le coup de faire un tour de table de nos animateurs. Donc aujourd'hui, nous accueillons donc Laurence Amiot. Donc Donc, Laurence, je te laisse juste te présenter. oui, donc bonjour à tous. Donc, Laurence Amiot, donc je suis manager au Cap Emploi de Loire-Atlantique et j'ai la référence maintien dans l'emploi et évolution professionnelle. Prends Céline la Fouché. main. Céline Fouché, donc je suis déléguée régionale pour KEOPS Pays de la Loire. KEOPS étant l'association qui représente l'ensemble des Cap Emploi de la région. Et moi-même, donc qui suis en charge en fait de la relation avec les entreprises et certains organismes de formation au nom de Transition Pro Pays de la Loire. Ce webinaire là de ce midi, en fait, est parmi une série de 3 webinaires. Il y en a eu un la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet qu'on a annoncé et vous verrez qu'il y en a un autre également prévu. Donc le mois prochain, je vous donnerai quelques détails. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? En fait, justement, donc de cette problématique, on va aller sur la slide suivante. L'usure professionnelle, prévention de la désinsertion professionnelle, de quoi on parle en fait? En fait, on a dans cet objectif sur ce webinaire de vous expliquer ce qu'est l'usure professionnelle, de quoi parle-t-on lorsqu'on est sur la prévention de la désinsertion professionnelle, ça va être dans un premier temps. En deuxième temps, on va donc vous expliquer comment le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, peut intervenir justement pour accompagner cette usure professionnelle et cette prévention de la désinsertion professionnelle. Et puis, dans un troisième temps, il y aura effectivement la possibilité de traiter les différentes questions que vous vous posez pour pouvoir vous alimenter. Bienvenue en tout cas à chacun, chacune. Nous avons des entreprises, nous avons en fait des structures d'accompagnement parmi nous. Eh bien, on va démarrer en fait par cette première question en fait que je vais adresser à Céline. Céline, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle justement lorsqu'on évoque l'usure professionnelle? Alors, quelques mots effectivement de présentation et de définition pour poser un peu le cadre. On s'est appuyé sur l'ANACT pour effectivement vous partager un cadre commun et un vocable commun. L'usure professionnelle est définie comme suit. C'est un processus d'altération de la santé qui s'inscrit dans la durée. Donc, on est quelque chose qui, effectivement, qui dure dans le temps, qui peut évoluer et qui résulte d'une exposition prolongée à des contraintes de travail. Donc, on vous a cité effectivement quelques manifestations de ces contraintes, donc le port de charges lourdes, des objectifs irréalistes, une pression, des injonctions contradictoires, etc. L'usure professionnelle va se traduire en fait par des effets négatifs sur la santé qui vont impacter et endommager des capacités à réaliser le travail dans de bonnes conditions. Ce processus, il peut apparaître très tôt dans les parcours et l'usure professionnelle ne concerne donc pas que les salariés en fin de carrière. On y reviendra juste après. Une fois qu'on a défini l'usure professionnelle, il faut pouvoir la prévenir pour anticiper effectivement cette usure et les risques liés à l'usure professionnelle. La prévention, un petit focus effectivement de définition également, c'est l'ensemble des dispositions qui vont permettre de préserver la santé et la sécurité des salariés, d'améliorer les conditions de travail et de tendre vers un bien-être au travail et une qualité de vie au travail. C'était important pour nous en fait de repositionner et de partager des définitions communes parce qu'avant de parler de l'outil et des outils, des mesures ou dispositifs qui vont pouvoir aider à prévenir et accompagner les périodes, il faut qu'on soit d'accord et qu'on s'entende sur effectivement ce que c'est que l'usure
professionnelle et donc la prévention. Donc, comme on le disait, l'usure professionnelle, c'est un processus qui va toucher toute personne, quel que soit son âge, c'est important à avoir en tête, quel que soit son poste, quel que soit son niveau hiérarchique. Néanmoins, on constate aujourd'hui dans la littérature scientifique et les constats qu'on peut faire terrain, c'est qu'il y a quand même des facteurs aggravants avec certains groupes. On pense notamment à des personnes en fin de carrière. L'usure professionnelle va toucher davantage les personnes effectivement qui sont en deuxième partie de vie professionnelle. On va également pouvoir constater une usure professionnelle prédominante sur des métiers plutôt physiques. Cette usure professionnelle va avoir des effets individuels sur la santé, sur la qualité de vie au travail, sur éventuellement l'absentéisme, etc. Mais va également avoir des effets collectifs au sein de l'entreprise. Les effets collectifs, on y reviendra également juste après. L'usure professionnelle va impacter la performance de l'équipe, l'organisation également de l'équipe, parce qu'elle se traduit par des manifestations de type arrêt de travail, etc. Et ça va également avoir un effet, on va dire, rebond sur l'image et la marque employeur et l'attractivité que pourrait avoir l'entreprise. Et enfin, dernier élément de constat, c'est que l'usure professionnelle a des causes qui sont identifiables. L'ANACT a identifié 3 types d'usure professionnelle, physique, cognitive et psychique. Et en fait, pour chacun de ces types d'usure professionnelle, on va avoir des manifestations propres à cette usure professionnelle et des causes identifiées. Donc, le travail, effectivement, d'identification de contraintes physiques, psychologiques au sein de l'entreprise va permettre, en fait, d'agir sur ces questions d'usure professionnelle. Donc, on a repris, effectivement, je vous ai remis les sources à chaque fois, on a repris des illustrations très bien faites par l'ANACT qui permettent pour chacune des typologies physiques, cognitives et psychiques d'identifier les manifestations, donc ce qui va apparaître effectivement au sein du collectif de travail et au sein de l'entreprise, et les causes éventuelles. Alors c'est une liste, vous imaginez bien, non exhaustive, mais ça permet d'illustrer effectivement les causes de ces impacts, en tout cas de l'usure professionnelle. Si on prend par exemple premier type d'usure professionnelle, qui concerne effectivement l'usure physique, ça va se manifester chez un salarié ou chez un groupe de salariés par des douleurs, des maux de dos, des troubles musculo-squelettiques, des migraines, etc. Et en fait, ces manifestations sont les résultats de contraintes liées au poste de travail qu'on va pouvoir retrouver dans le port de charges lourdes, des gestes répétitifs, de la manutention, des expositions à des vibrations qui vont amener effectivement à créer de l'usure professionnelle et des manifestations qui vont être propres. Pourquoi on vous parle de l'usure professionnelle? Parce que l'anticipation de l'usure professionnelle va avoir un impact sur les entreprises. Cette nécessaire anticipation va permettre de limiter l'absentéisme, de limiter également le sentiment de désengagement et de démotivation. L'usure professionnelle on constate en tout cas un enjeu dans le nombre de risques, en tout cas d'inaptitude au travail. On va pouvoir aussi constater des départs précoces de salariés, un turnover élevé, une dégradation du climat social. Donc en fait, l'usure professionnelle a des enjeux forts sur l'entreprise et sur le collectif du travail. Donc, prévenir l'usure professionnelle va permettre le maintien durable des salariés en emploi lorsque c'est possible, parce que ce ne l'est pas toujours. Mais en tout cas, cette anticipation de l'usure va permettre de maintenir et de faire évoluer les compétences en interne. C'est aussi la possibilité de mettre en place et de réfléchir en tout cas à limiter les licenciements et notamment les licenciements pour inaptitude parce qu'on aura identifié et on aura pris en compte les causes de l'usure, on aura pu agir sur ces causes de l'usure professionnelle et ça permettra également, c'est le troisième effet, d'éviter les difficultés de recrutement parce que maintenir un salarié en emploi permet de maintenir les compétences et on sait qu'aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés à recruter. Donc voilà un petit peu pour poser le cadre de ce webinaire. C'est l'importance effectivement d'anticiper l'usure professionnelle
pour maintenir durablement les salariés et effectivement de permettre, d'éviter en tout cas des départs précoces, un turnover, une dégradation du climat social. Et il existe pour cela un certain nombre d'outils, et c'est l'objet du webinaire de ce jour, d'où effectivement notre souhait de vous partager en fait l'outil de conseil en évolution professionnelle pour lever effectivement et anticiper cette usure. C'est ton micro de coupé, Laurent. Merci. Comme d'habitude, il faut toujours que j'ai cet aspect-là. Alors, une belle transition, en tout cas, amorcée par Céline. Est-ce qu'à ce stade déjà, parmi vous, il y a des questions ou des réflexions qui vous viennent à l'esprit? Vous pouvez utiliser, je vous rappelle, le chat de conversation pour pouvoir les formuler. Si vous en avez instantanément, donc n'hésitez pas à les formuler. Et puis sinon, si ça vient au fil de l'eau, on les traitera peut-être à la fin de cette séquence. Alors justement, en attendant cette cette formulation de questions, Laurence, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle, comment ce conseil en évolution professionnelle, qui est l'un des outils, hein, visiblement, pour agir dans ce contexte que vient de nous présenter Céline, peut intervenir? Voilà. Donc tout à fait. Donc une façon de prévenir l'usure professionnelle, c'est de lui proposer, de l'accompagner le salarié dans son parcours professionnel et lui proposer un CEP, donc un conseil en évolution professionnelle. Donc le conseiller CEP peut accompagner le salarié, la personne dans divers projets, donc que ce soit un projet d'évolution professionnelle, de mobilité interne, de reconversion, de reprise ou de création d'activités, mais aussi de projets de formation. On a vu que ça lui permettait de réfléchir à son évolution professionnelle et que ça peut lui redonner du sens au salarié, le valoriser, le remotiver, lui permettre de prendre de la distance aussi vis-à-vis du poste qu'il occupe et des difficultés. Donc tout ce travail peut amener le salarié à valoriser des compétences acquises, mais aussi développer des compétences et se professionnaliser s'il a besoin par le biais d'une formation, par exemple. D'accord. Et du coup, ça consiste en quoi? Dans quelles circonstances on peut le mobiliser? Quels sont un peu les paramètres de ce conseil en évolution professionnelle? Donc, tout d'abord, le conseil en évolution professionnelle est un service gratuit, donc gratuit, confidentiel, neutre. Il est personnalisé pour la personne, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de parcours type. Il est mobilisé vraiment en fonction de la situation de la personne, de son projet. On peut dans un premier temps lui proposer un temps d'échange avec son conseiller sur sa demande, sur des questions-réponses. Et cet échange lui permettra de l'éclairer sur les suites à donner dans sa démarche. Donc on lui proposera un deuxième temps si nécessaire d'accompagnement sur son projet afin de le formaliser et de le mettre en œuvre. C'est un projet également confidentiel et c'est aussi une démarche personnelle. Donc en effet, le salarié peut décider seul de demander, de bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Il n'a pas besoin de l'autorisation de son employeur si celui-ci s'effectue en dehors du temps de travail. Néanmoins, l'employeur, en tant qu'employeur, il peut être intéressant d'informer son salarié de la possibilité de recourir à un CEP, notamment à l'occasion des entretiens de professionnels. Puisque, en effet, le projet professionnel du salarié peut rejoindre les besoins de l'entreprise au niveau stratégique. Donc, Laurence, c'est une question, une réflexion me vient à l'esprit. Donc, le CEP, en fait, je suis un salarié, je suis dans la situation que Céline nous a présentée. Ce que je vais faire avec mon CEP reste avec mon CEP. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre ce que je vais faire avec le CEP et il n'y a pas de compte-rendu qui sera transmis à mon employeur ou quoi que ce soit, en fait. Alors oui, le compte rendu est bien au salarié, c'est bien une démarche du salarié pour aller vers un conseil en évolution professionnelle. Après, bien sûr, le salarié peut associer son employeur à sa réflexion si nécessaire et voilà, pour plus de cohésion.
D'accord. Alors, ce CEP, à qui s'adresse-t-il? Donc, il s'adresse à toute personne engagée dans la vie active, quel que soit leur statut. Donc, ça peut être des salariés du secteur privé, des fonctionnaires, titulaires, contractuels, vacataires, des personnes en recherche d'emploi, des jeunes sortis du système scolaire sans qualification ni diplôme. Ça concerne aussi les travailleurs indépendants, les artisans, les professions libérales, les auto-entrepreneurs. Donc vraiment, quel que soit le statut, quelle que soit la personne, à partir du moment où elle est engagée dans la vie active, quel que soit son âge, son niveau de qualification, elle peut prétendre à un conseil en évolution professionnelle. D'accord. Là, globalement, on a vu à qui ça s'adressait et globalement, comment je trouve, on va dire maintenant, le bon opérateur qui peut s'occuper de moi. En effet, plus précisément, nous avons donc le groupement Évolution qui a été mandaté par France Compétences qui délivre le conseil en évolution professionnelle. Et ensuite, selon le statut, selon la spécificité de la personne, on peut orienter la personne vers l'APEC pour les personnes qui ont le statut cadre. Pour les demandeurs d'emploi, on peut l'orienter vers Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, nous avons la mission locale. Et enfin, pour les personnes en situation de handicap, donc avec une problématique de santé qui impacte leur situation professionnelle, où le handicap est le frein principal au maintien ou à l'accès à l'emploi, nous avons Cap Emploi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que je peux trouver, entre guillemets, comme thématique, sujet pour justement solliciter ce conseil en évolution professionnelle? Donc en effet, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, donc le salarié donc va avoir un temps d'écoute, de réflexion, d'échange et d'appui sur son projet. Donc il va faire le point sur sa situation, donc il va exprimer sa demande, ça va lui permettre de clarifier son besoin, d'accéder à des informations personnalisées, individualisées. Ça va lui permettre d'être soutenu par un professionnel, un expert, et de prendre du recul sur le projet qu'il a identifié et de vérifier la faisabilité, la pertinence du projet identifié. Donc cette vérification va lui permettre aussi de voir quelles sont les compétences ou les qualifications qui sont attendues pour réussir et mener à bien ce projet. Et enfin, le CEP va lui permettre de repérer les ressources, les points d'appui nécessaires, comme des interlocuteurs, des dispositifs existants, des aides financières possibles. Donc voilà, il va pouvoir, dans le cadre du CEP, revoir tous ces points. Et du coup, donc, le CEP opéré par Cap Emploi, puisque c'est un des opérateurs. Alors, dans quelles circonstances, en fait, Cap Emploi, il intervient? Et je crois qu'il y avait donc des illustrations qui étaient intéressantes pour justement plutôt expliquer comment Cap Emploi met en œuvre le CEP à partir de ce contexte que tu nous présentes. Donc tout à fait, donc un exemple d'Anita, une salariée, donc boulangère, en arrêt de travail. Donc dans le cadre de son arrêt de travail, elle rencontre le médecin du travail qui va lui préconiser des restrictions au niveau physique, éviter le port de charge, station debout prolongée, des douleurs au niveau des bras. Donc, il va lui préconiser, il va envisager certainement une inaptitude au poste de travail et va l'inciter à réfléchir à une reconversion professionnelle. Et c'est pourquoi il va l'orienter vers Cap Emploi, puisque là, cette personne a des restrictions médicales qu'il faut prendre en compte dans le cadre de son accompagnement et travail de projet professionnel. Donc Anita va être accompagnée par ce conseiller Cap Emploi qui va lui proposer donc des rendez-vous individuels et alterner avec des ateliers collectifs. Donc l'alternance de ces rendez-vous et de cet atelier collectif va vraiment participer à l'acceptation de finalement cette situation d'inaptitude à son poste de travail et à ce besoin de réfléchir à un nouveau projet professionnel. Elle va, et notamment les ateliers collectifs où elle va pouvoir travailler sur le deuil de son ancien métier, une reprise de confiance en soi, un échange entre pairs, puisque dans ces ateliers, vous avez des personnes dans la même situation qu'elle, qui vivent la même situation, les mêmes difficultés, donc ça permet vraiment d'échanger sur sa situation.
Donc ça permet, voilà, tout cet accompagnement permet d'avancer sur ce projet positivement vers un nouveau métier qui va prendre en compte ses restrictions, comme on le disait, hein, médicales, mais aussi ses capacités. Il y a la possibilité d'ailleurs avec Cap Emploi d'orienter si nécessaire vers des bilans moteurs, neuropsy, cognitifs, pour si la personne a voilà, des difficultés à exprimer ses restrictions médicales. Donc voilà, donc Anita va être accompagnée sur ce nouveau projet. On va lui proposer également de faire des immersions en entreprise pour valider son projet par rapport au métier, mais aussi pour se tester physiquement par rapport à ses capacités. Donc vraiment, toutes ces actions vont lui permettre de passer d'une situation un peu subie par rapport à ce qui lui arrive, par rapport à ce licenciement pour inaptitude qui va arriver, vers un nouveau projet professionnel choisi et sécurisé avec un conseiller Cap Emploi qui est là pour la soutenir. Donc tu nous l'as précisé, il y a quelques minutes, mais du coup, est-ce qu'on peut revenir justement sur, est-ce que je m'adresse globalement à Cap Emploi ou est-ce que je m'adresse en fait à un autre opérateur CEP? Est-ce que tu peux justement nous rappeler un peu la distinction pour frapper à la bonne porte en fait du premier coup? Tout à fait. Donc en effet, hein, nous avons le groupement Évolution, mission locale, APEC, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc là, la personne, elle peut avoir des restrictions médicales, elle peut avoir le statut de personne en situation de handicap, mais où où le handicap n'est pas le frein principal, n'est pas important. On va plutôt orienter les personnes vers Cap Emploi, où le frein doit être pris en compte dans la situation, dans le projet de reconversion professionnelle de la personne. On va avoir d'ailleurs deux exemples Ouais, un ouais, peu c'est plus intéressant de précis. pouvoir les repartager. On a donc l'exemple de Julia et après d'Adèle, si tu veux bien nous les partager. Donc Julia est était une serveuse en restauration depuis plusieurs années. Elle est atteinte d'une maladie et se déplace dorénavant à l'aide d'une canne. Donc, sa maladie a un impact physiquement sur elle. Et il y a une évolution qui est assez rapide puisque elle va passer de se déplacer à l'aide d'une canne à l'usage d'un fauteuil roulant. Donc, elle a conscience qu'elle va devoir arrêter son activité professionnelle actuelle de serveuse. Donc, en arrêt de travail, elle va rencontrer une assistante sociale de la CARSAT qui va lui proposer un dispositif qui s'appelle MOAJ. Donc, c'est un peu notre jargon, mais c'est un module d'orientation où les personnes en arrêt et qui vont être licenciées pour inaptitude vont pouvoir se réunir pour travailler sur leur projet professionnel, leur reconversion. Donc, de la même façon que l'atelier proposé dans le cadre du CEP, là, c'est collectif, c'est avec des personnes qui sont dans la même situation, donc en arrêt de travail avec un licenciement pour inaptitude à venir. Donc, cette action, ce MOAJ, a permis à Julia de valider un projet professionnel qui est d'aller vers le métier de comptabilité, puisqu'elle avait déjà en fait un diplôme qu'elle avait exercé pendant quelques années avant d'être serveuse en restauration. Donc l'idée ici, c'est que Julia a une bonne connaissance de ses restrictions médicales. Elle a identifié un projet, elle connaît les conditions de travail qui sont proposées sur le métier de comptable. Donc là, dans cette situation, une orientation vers le CEP groupement évolution est préconisée sur un projet de formation, puisque là, elle irait vers une remise à niveau en comptabilité. Donc, le conseiller pourra répondre à ces questions, lui donner de l'information et l'orienter vers d'autres professionnels ou dispositifs selon ses besoins. Et par exemple, dans cette situation, si son projet de formation, si elle souhaite être conseillée sur son projet de formation et si ça le nécessite, elle pourrait être orientée vers Transition Pro, par exemple.
On va pouvoir prendre maintenant le cas de la situation plutôt d'Adèle. Donc, Adèle, là, on va plutôt préconiser une orientation vers un CEP Cap Emploi, car Adèle travaille également en restauration, mais la collective depuis 22 ans, donc une durée assez importante sur son poste. Il va avoir un accident de la voie publique en 2020. Il va être en arrêt maladie et ne va pas pouvoir reprendre son emploi. Donc, de la même façon, il va avoir des restrictions sur son poste et le médecin du travail va envisager une inaptitude. Donc, aucun poste ne pourra lui être proposé en interne. Et donc, son arrêt est prolongé et l'inaptitude va s'envisager. Donc, dès maintenant, en tant que salarié, il peut travailler sur son projet de reconversion professionnelle dans le cadre d'un CEP pour se projeter et aller vers un nouveau métier. Adèle a une expérience plutôt négative du système scolaire. Il n'envisage pas de passer de formation. Il attend beaucoup de du CEP. Il a beaucoup de questions. Il est un peu perdu. Il ne sait pas vers quel métier s'orienter vis-à-vis de ses restrictions médicales. Il évoque même le fait d'aller se positionner directement sur des offres d'emploi, sans vraiment maîtriser ce qu'il est en capacité de faire ou pas faire. Donc là, Adèle sait indiquer ses restrictions, mais a des difficultés à se projeter et voir si les postes correspondent bien à ces restrictions. Donc, on est plutôt sur une préconisation Cap Emploi. Donc, de la même façon, le conseiller Cap Emploi va l'accompagner, répondre à ses questions, l'accompagner sur son projet. Et si besoin, on peut l'orienter vers des dispositifs, des aides, et si besoin de compléments. Et on peut aussi l'orienter vers un bilan de compétences, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a donc des questions? Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Non. À ce stade, avez-vous des questions justement donc à poser donc à Cap Emploi donc à travers justement Céline ou Laurence? Est-ce que vous avez des questions qui concernent plutôt Transition Pro? Vous pouvez en profiter. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez aussi vous exprimer, vous, sur la manière dont on a abordé le sujet là aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait écho aussi à des situations que vous rencontrez, si vous avez notamment envie de les formuler, ces situations? Profitez globalement de cet instant pour pouvoir les traduire. Voilà. Est-ce que, Johan, tu vois des questions ou pas à ce stade? Je n'en vois pas. Pas de questions pour le moment. Pas de questions. Personne ose la poser. La première question, ça va être pour ça, quoi, en fait, par rapport à ça. Alors, si on résume quand même déjà tout ce qu'on a vu, en fait, Céline tout à l'heure nous expliquait ce qu'était la notion, comment était traduite la notion d'usure professionnelle, comment ça pouvait s'inscrire entre guillemets dans le paysage, voilà, quelles incidences ça pouvait avoir à la fois pour le salarié, mais aussi les incidences pour les entreprises, à l'heure où justement on parle de prévention, on parle également de qualité de vie au travail. On voit bien que c'est des sujets qui sont particulièrement sensibles. Sachez qu'il y a aujourd'hui pas mal de statistiques émises également par la caisse primaire d'assurance maladie au niveau donc, des arrêts. Voilà, et près de 20% des arrêts aujourd'hui concernent notamment justement cette usure professionnelle. Donc, vous pouvez avoir intérêt à regarder ça de près. Oui, Johan? Oui, une question qui a été partagée par Catherine qui demande la différence entre le CEP et un bilan de compétences. Je vais répondre? Ouais, allez, Laurence, voilà, sinon vas-y. Ah non, autrement. Non, au contraire, on complétera. Donc, le bilan de compétences, c'est comme c'est indiqué, c'est vraiment une personne qui souhaite faire le point sur les compétences acquises.
Donc, c'est quelque chose de très normé. Si je me souviens bien, c'est 24 heures avec des temps établis. C'est souvent avec un psychologue où il y a voilà, une passation de tests pour voir un peu justement quelles sont les compétences acquises, les valeurs, vers où, et puis avoir un projet d'évolution professionnelle. On est un peu sur les mêmes types de projets, hein, d'évolution professionnelle, de souhait de reconversion. Alors que le CEP, on est là dans un premier temps pour répondre à une question, quelle qu'elle soit, donner des informations. Il n'y a pas forcément de choses établies en termes de temps, d'heures passées avec la personne accompagnée. Donc, on va s'adapter par rapport aux besoins de la personne, par rapport à la question, par rapport à la situation. Et on peut l'orienter, si besoin, vers un bilan de compétences pour justement vraiment travailler excusez-moi, ce point de quelles sont les compétences que j'ai acquises que je pourrais et dont j'ai besoin pour aller vers un autre métier. Voilà ce que je peux en dire, mais peut-être compléter, parce que c'est loin Ouais. pour moi le bilan de compétences. Les aspects, en fait, la question est intéressante. D'ailleurs, donc les deux sont bien compatibles, hein. Je peux rentrer en fait par un conseil en évolution professionnelle qui va me guider d'ailleurs vers un bilan de compétences. Moi, j'utilise souvent en fait une métaphore en fait. Vous avez, c'est comme un peu son médecin traitant, pour reprendre un peu les thèmes médicaux. Je vais voir mon médecin traitant qui va m'écouter, qui va poser un premier diagnostic, qui va effectivement poser des questions pour aller vers ce premier diagnostic. Et c'est un peu le parallèle avec le CEP. D'ailleurs, ce même médecin, il peut agir lui-même quelquefois, mais quand même dans un temps limité. S'il peut agir, voilà, et on va repartir avec déjà une première solution. Et puis, il arrive que parfois ce même médecin dise, bah non, tout compte fait, il faut qu'on aille chercher plutôt quelque chose de plus profond, plus spécialisé, et il renvoie vers des professionnels qui peuvent le traiter. Et ben, on fait le parallèle entre le CEP et justement le bilan de compétences. Je peux aller voir mon CEP pour justement aller aborder ces aspects de questions que je me pose, faire le point, et le CEP va établir un premier diagnostic, peut-être agir déjà par lui-même et ça pourrait suffire, ou il va aller chercher des solutions connexes comme le bilan de compétences, et donc va inviter la personne, il va lui expliquer ce qu'est un bilan de compétences, en quoi ça va consister, les conditions pour réaliser un bilan de compétences. Et puis, à partir de là, il va guider la personne pour le faire. Il garde le fil conducteur du tout, comme le médecin traitant. Voilà. On revient voir son médecin traitant quand globalement on a passé des examens ou quand on a été voir un spécialiste pour refaire le point. Et ce CEP garde le fil conducteur pour une logique de parcours. La différence, c'est que le CEP est gratuit. Le bilan de compétences est payant. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est aux environs entre 1500 et 2000 euros. Voilà, 24 heures effectivement d'accompagnement maximum. On trouve des bilans de compétences aux alentours de 12-14 heures. Voilà. Et comme l'expliquait Laurence, il y a plusieurs en fait, situations. C'est un gros travail sur la personnalité, qui je suis, comment j'agis, qu'est-ce que je fais. Le bilan de compétences va également chercher ce qu'on appelle les éléments de motivation, les centres d'intérêt. Le bilan de compétences va également chercher un peu ce autour des valeurs, également les limites. Et puis, il va aussi aller chercher les compétences en fait acquises et comment ces compétences peuvent être utilisées pour notamment un projet. Voilà, ça aboutit en général, comme l'expliquait Laurence, à la définition d'un projet qui peut être un projet professionnel, un projet de formation, un projet autre. Voilà, ce qui est important, c'est il y a ça. Et ce conseiller bilan de compétences remet une synthèse complète, voilà, donc qui retrace un peu tous les acquis en fait. Travailler avec la personne, c'est confidentiel, elle repart avec ça et elle peut donc revenir vers son conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir croiser ce travail justement de réflexion très profond pour donner suite et être guidée par son CEP. Voilà pour répondre à la question de Catherine. Est-ce que ça répondait bien à sa préoccupation?
Je ne sais pas si on a le retour tout de suite ou pas. Super, merci Laurent. Il y a des précisions qui sont partagées également dans l'onglet conversation, notamment de la part de Christine qui partage effectivement des éléments de précision sur le bilan de compétences. Très bien. Au contraire, c'est encore mieux quand c'est partagé. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions avant qu'on clôture? Voilà, donc c'est important. Si quand même on résume, j'ai entendu moi une phrase du ministre de la Santé il y a quelques jours et qui disait en fait en France, en fait, nous ne sommes pas dans une culture de la prévention. Voilà, donc on entend effectivement ce mot-là et regardez bien, c'est vrai que quand il s'agit de la santé, on commence à peine sur des examens en fait médicaux ou à certaines tranches d'âge. Voilà, on est sur l'aspect préventif, mais pas au point où les autres pays sont beaucoup plus avancés que nous. En fait, plus on est sur de la prévention, plus du coup on anticipe et plus on a effectivement des gains à la fois pour le bénéficiaire, mais aussi pour son employeur. Voilà, et il faudrait qu'on accentue davantage maintenant cet aspect, c'est-à-dire davantage de prévention plutôt que de curatif, voilà, qui coûte beaucoup plus cher, à la fois financièrement, mais aussi en temps, également d'investissement. Voilà, donc en attendant, donc du coup pour la suite, sachez que si vous êtes intéressé par la prochaine étape, alors d'emblée, vous avez là les coordonnées globalement des opérateurs. Donc en fait, nous aurons un prochain webinaire le 15 décembre qui sera de 11h30 à 12h30, c'est un vendredi, comme d'habitude, le créneau horaire. Si vous souhaitez en parler, vous pouvez en parler. Alors, le prochain thème, c'est justement autour plutôt de que peut faire le CEP à travers en fait les parcours professionnels des collaborateurs. Donc, sur quoi ils agissent, sur quel thème, comment est-ce qu'ils s'y prennent, c'est quoi les sujets. Donc, ça sera accentué particulièrement là-dessus. Et c'est pour démontrer justement, soit on va dire à la sphère des accompagnateurs qui sont tout autour de nous, mais aussi aux employeurs de démontrer comment ils peuvent aussi, eux, se servir du CEP gratuit, voilà, tout en sachant que chacun reste à sa place. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, pas d'autres observations. Non? Est-ce que je laisse la parole, le mot de la fin, Céline, Laurence? Du coup, j'arrête. Je suis figée. On m'entend ou pas? Oui, Non, tout c'est va tout bien. bon? Voilà, Ok. Non, enfin, un petit mot de la fin, c'est revenir, effectivement, on radote peut-être, mais sur la question et l'importance de l'anticipation des situations de santé qui peuvent devenir problématiques, parce qu'on se rend compte au travers, pour Cap Emploi, la délivrance du conseil en évolution professionnelle, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des salariés, agents et employeurs dans le cadre de situations de maintien dans et en emploi, que plus on anticipe des situations problématiques de santé, plus les solutions proposées, enfin le champ des possibles est élargi. Donc effectivement, faire un focus particulier sur l'outil CEP comme outil de prévention de la désinsertion professionnelle, parce que c'est aussi un peu ça l'idée, pour la personne, donc à titre individuel, mais aussi pour le collectif et l'entreprise, ça nous semblait important de repréciser effectivement ce cadre-là de cet outil qu'on peut connaître voilà, pour d'autres objectifs. Mais nous, c'est un objectif qu'on porte, que portent les Cap Emploi sur effectivement l'outil CEP comme outil d'anticipation et de prévention. Voilà le petit mot de la fin. Je ne sais pas si Laurence avait effectivement un mot de conclusion de ce temps d'échange. Céline, tu as tout dit, c'est parfait. C'est vrai. Je pense qu'en effet, l'anticipation, la prévention, c'est vraiment les deux mots à retenir. À retenir. Voilà, merci en tout cas à Cap Emploi. Merci à tous. Voilà. Merci à vous d'avoir effectivement contribué, participé. On aurait voulu avoir un peu plus de participants, mais c'est normal, le sujet est toujours intéressant, mais il faut avoir le temps disponible. En tout cas, nous l'avons mis à disposition, probablement que cet enregistrement également sera mis à disposition. Et puis, si vous le souhaitez, prochaine étape, donc le 15 décembre, un vendredi, 11h30, 12h30. Voilà, je vous souhaite un bon appétit si vous allez déjeuner. Et puis, à très bientôt parmi nous. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.